Alors, Françoise, rapidement, on s'est connus il y a très longtemps, mais aussi on a parlé et créé à Montréal autour d'un café, ce qui est devenu le RIED aujourd'hui, avec des collègues de Suisse et de Belgique. Donc, on a eu plusieurs occasions de travailler ensemble, notamment dans un projet ambitieux qui, malheureusement, n'a pas été financé à l'ANR, FQRSC, qui portait sur, dans le fond, qui voulait réunir 6 SP françaises qui allaient œuvrer en synergie avec les 12 universités québécoises sur les enjeux de formation des personnels de l'éducation aux défis de la diversité sociétale. On espère pouvoir peut-être revenir sur ce projet-là très bientôt et le redéposer. Donc, Françoise a été enseignante à l'université, au collège, au lycée et formatrice d'enseignants avant d'entrer au CNRS, à l'IREMAM, où elle a fait toute sa carrière en faisant des recherches empiriques et des travaux théoriques sur la façon dont l'ethnicité impacte, et les rapports ethniques, évidemment, impactent le domaine scolaire. Donc, cela l'a amené à faire plusieurs enquêtes, notamment sur l'éducation prioritaire à Marseille, la politisation de la laïcité, la politisation du port du voile islamique, les identités des lycéens à Marseille et la place des musulmans à Marseille. Donc, dernièrement, elle a présenté au début l'ouvrage « Éducation et diversité, les fondamentaux de l'action » aux presses universitaires de Rennes en 2021, dont plusieurs personnes, dont moi, faisaient partie. Un ouvrage d'ailleurs sans équivalent en France, notamment qui s'adresse principalement donc aux formateurs des personnels scolaires et aux cadres éducatifs. Donc, Françoise. Voilà, merci Maryse. Alors je vais essayer de tenir le temps dans cette fin de course. On a commencé en retard et on termine un peu en retard, on est un petit peu rattrapé. Donc, enseigner la liberté d'expression à l'aide des caricatures antireligieuses, une obligation républicaine. Je n'ai pas d'analyse empirique à vous soumettre, je n'ai pas fait d'enquête sur cette question et je voudrais plutôt vous proposer, pour terminer cette journée, une réflexion un peu conceptuelle sur cette question d'obligation républicaine. Pourquoi je me suis posé la question, bien sûr à la suite de la mort de Samuel Paty, qui est mort après avoir montré à ses élèves de 2 classes de 4e des caricatures du prophète de l'islam, publiées par Charlie Hebdo, et dans un cours qui portait sur la liberté d'expression. Et il y avait 2 dessins, l'un très grossier dont on a parlé rapidement déjà dans cette session, dessiné par Coco, publié en 2012 et qui montrait le prophète nu à 4 pattes avec son appareil génital au premier plan et en détournant, en mimant la position de la prière. L'autre dessin montré par Samuel Paty, d'après l'hebdo Marianne, était fort différent, signé de Luz, et c'était la une du numéro des survivants, comme on l'a appelé, publié le 14 janvier 2015, après le massacre. Elle montre le prophète de face, en plan rapproché, vêtu de blanc, portant un écriteau « Je suis Charlie », j'ai fait exprès de ne pas vous montrer les dessins. Tandis qu'au-dessus de sa tête, sur le fond vert, se lit « Tout est pardonné », dans une formule qui rappelle la charité chrétienne, mais qui est assez difficile à interpréter ici. Les 2 cours avaient eu lieu le lundi 5 et mardi 6 octobre 2020. L'assassinat allait avoir lieu 2 semaines plus tard, à la veille des congés de Toussaint, de la part d'un jeune qui ne connaissait pas le professeur, qui n'avait rien à voir avec le collège. Dans la première classe, le professeur avait proposé à ceux de ses élèves qui risquaient d'être choqués de sortir dans le couloir sous la surveillance d'une AESH présente dans la classe. Dans l'autre classe, sans AESH, il leur avait proposé de fermer les yeux. On sait cela avec précision puisque la mission d'inspection diligentée par le ministère à la suite du meurtre rapporte ces détails avec précision. Ce cours et cette démarche ont suscité l'étonnement et même l'émoi chez certains élèves qui en ont parlé entre eux et à leurs parents. Notons que la mission d'inspection n'a pas rencontré de parents d'élèves ni d'élèves, mais elle a eu un contact téléphonique avec des responsables FCPE et PEP du collège. Du côté des parents, plusieurs mères ont contacté la principale. Un père d'élèves a demandé rendez-vous pour en parler. Il a téléphoné aussi à la responsable FCPE du département et à la PEP. Il ira ensuite avec son épouse au commissariat porter plainte pour image à, je cite, caractère
pornographiques. Au rendez-vous avec la chef d'établissement, il vient avec un autre homme qualifié par la mission d'inspection d'activiste ou bien encore de militant islamiste. Un moment, il sera dit dans l'entretien, sans que la mission permette de bien savoir qui a dit quoi, que le professeur était un voyou. La chef d'établissement, de son côté, explique, dédramatise. Le professeur concerné, Samuel Paty, n'est pas présent à l'entretien. Et dans le même temps, durant cette première semaine, les instances départementales et académiques de l'éducation nationale sont mises au courant et consultées par la principale, ainsi que les associations de parents d'élèves et la police. Un traitement interne et partenarial, donc, assez satisfaisant dans cette situation particulière, très intense pendant cette première semaine. Les protagonistes à ce moment-là, la mission, pensent qu'avec les vacances, une semaine plus tard, l'émotion sera retombée et que le calme sera totalement revenu. Et voit que l'affaire était bruitée dans les réseaux sociaux. Le père avait parlé de l'incident dans un premier post, il reposte un autre post qui mentionne nommément le professeur. Et c'est cette vidéo qui a déclenché l'expédition punitive du jeune Tchétchène depuis Évreux, le vendredi 16 octobre, veille des congés de Toussaint, à la sortie des classes. L'émotion provoquée par l'assassinat est énorme et c'est sur la dimension professionnelle de cet épisode que moi je voudrais revenir ici. La place des caricatures, et spécialement des caricatures du prophète de l'islam, dans la formation des élèves à la liberté d'expression, aujourd'hui en France, quelle est-elle? Quel est l'argument qui défend la démarche? Est-ce qu'il se trouve des opposants? Est-ce qu'il y a des limites? Et qu'est-ce qu'on peut penser maintenant en essayant de réfléchir un peu avec un certain recul sur ce qui peut se passer? Je répondrai à ces questions avec une approche normative. C'est-à-dire que je vais essayer de réfléchir en philosophie politique. Et j'aborderai successivement 3 dimensions, morale, politique et pédagogique. Pour commencer, la dimension d'obligation morale. Elle a été très sensible dans les semaines qui ont suivi l'assassinat, puisque la liberté d'expression est devenue une cause et une cause à défendre. L'indignation et l'horreur de ce qui venait de se passer faisaient écho, évidemment, au bouleversement qui avait suivi le massacre de l'équipe de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, d'autant que le procès des complices de cet attentat du 7 janvier venait de s'ouvrir à Paris le 2 septembre précédent, avec une très forte médiatisation. J'ai vérifié, ils pensent que soit 90 journalistes étaient accrédités, 20 chaînes de télé rendaient compte du procès qui était filmé. L'actualité donc était chargée de se souvenir à la fois du massacre initial et puis du procès. Le 1er septembre, pour marquer l'ouverture du procès, Charlie Hebdo avait publié à nouveau les caricatures de Mahomet sous le titre « Tout ça pour ça », qui reprenait une caricature du prophète signée Cabu et assassiné lors de l'attentat de 2015. Le directeur de la publication, Riss, écrivait dans ce numéro « Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais ». Le meurtre de Samuel Paty, atroce, raviva le mouvement d'opinion qui avait été très fort parmi les enseignants en 2015 pour s'identifier à l'équipe de Charlie, qui venait d'être massacrée avec le fameux slogan « Je suis Charlie », placardé sur les casiers dans les salles des profs et parfois transporté jusqu'en classe sur les vêtements des enseignants ou sur les cartables, et le symbole d'un crayon et d'un stylo brandi en signe de défi comme une arbre de justice pacifique et de courage. On se souvient aussi des panneaux détournant le tableau « La laïcité guidant le peuple » de Delacroix, avec Gavroche tourné vers la figure de la liberté et brandissant un crayon. Bien des enseignants se sont alors perçus comme engagés au service de la cause de la liberté d'expression et ont identifié cette cause à la façon impolie, incorrecte, voire sacrilège aux yeux des croyants, dont Charlie la servait, allant parfois jusqu'à désigner à l'administration, comme on vient de l'entendre dans les 2 exposés précédents, les élèves, enfants ou adolescents, les enfants on l'a vu, qui disaient qu'ils n'étaient pas Charlie, comme s'ils faisaient l'apologie du terrorisme, au risque de tomber dans le paradoxe de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Rappelons qu'en démocratie, je vais en reparler tout de suite, le désaccord est un droit fondamental, droit de base, quand bien même il porterait sur l'exercice de la liberté d'expression. L'assassin de Samuel Paty n'était pas un élève ni un parent. L'émoi suscité dans le collège par ses cours concernait la méthode qu'il avait adoptée et une partie du contenu de la séance. La mission d'inspection le reconnaît, même si elle déclare que le parent qui a déposé plainte pour image pornographique a fait preuve, je cite, de volonté d'instrumentaliser les faits. D'après le rapport circonstancié de la mission, ce parent n'a pas mis en cause à aucun moment le principe de liberté d'expression, pas plus que le principe de laïcité. Quant à la motivation de l'assassin, on ne la connaît pas, mais on peut penser qu'elle était d'un autre ordre. Toujours est-il que c'est sur la défense de la liberté d'expression que les commentaires ont convergé, comme le discours d'hommage du chef de l'État à la Sorbonne le 21 octobre, que je donne sur cette diapo. Il s'exclame en écho aux propos de Ries dont je viens de parler. « Nous continuerons, professeur, nous défendrons la liberté que vous enseigniez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent, etc. » Il conforte les enseignants dans leur sentiment d'être au front, porteurs d'une cause à défendre, et lors d'une formation de l'ensemble des enseignants qui étaient au nombre de 30 dans un collège d'Amiens, en décembre 2020, animé par le responsable de l'équipe académique Valeurs de la République, de cette académie, certains connaissent ici dans la salle, une enseignante déclare « Montrer des caricatures de Charlie Hebdo en classe, pour moi, c'était incontournable. Ça l'est presque plus encore depuis Samuel Paty, dit-elle. » La liberté d'expression est dès lors entendue comme liberté de rire de tout, et notamment des religions, et notamment de l'islam. Elle est ressentie comme une cause à défendre ardemment devant les classes, dans le contexte des attentats djihadistes, et même contre les classes. La même enseignante déclare « J'ai eu une partie de la classe contre moi, que faire avec ça ?» Le meurtre de Samuel Paty est interprété dans cette logique comme un sacrifice de soi, et comme en témoigne l'exorde du discours d'hommage d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Il dit « Votre professeur assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens, apprendre les devoirs pour les remplir, apprendre les libertés pour les exercer, faire des républicains. » C'était le combat de Samuel Paty. Il faudrait commenter, mais je n'ai pas le temps. Sa mort renforce la dimension morale qu'il y a à montrer des caricatures de Charlie en classe et à faire en sorte que les élèves les acceptent ou renoncent à protester. Mais cette monstration a d'abord une dimension politique. Elle n'est qu'une obligation morale que parce qu'elle est fondamentalement une obligation politique. Une obligation politique. Je donnerai d'abord une définition fondamentale, aussi bien pour la sociologie que pour la philosophie politique, de qu'est-ce qu'une société. Pour ces disciplines, une société démocratiquement organisée est un système de coopération sociale. Je crois qu'il faut garder ça en tête, système de coopération sociale. On a bien entendu d'autres visions de la société dans différents modèles explicatifs, mais d'un point de vue politique, en démocratie, c'est comme ça qu'on voit la société. Elle tient ensemble sans recours à la contrainte. Et la question qui se pose alors est comment ça se fait? Comment c'est possible? Il y a différentes réponses à cette question et elle structure des lignes de pensée en philosophie politique et en sociologie aussi. Et j'essaierai de dégager là ce qui concerne la philosophie de la République, particulièrement sollicitée dans le discours aujourd'hui avec les valeurs de la République, l'école de la République, etc. Une première interprétation d'une société républicaine, la République, met en avant le principe de liberté. C'est l'interprétation du libéralisme. Emmanuel Macron s'y réfère dans son entretien à la chaîne Al Jazeera, diffusé le 31 octobre 2020. Il s'agissait pour lui d'apaiser le mouvement d'hostilité à la France et aux intérêts français qui commençait à se développer dans le monde arabe dans le contexte de la nouvelle publicité donnée aux caricatures montrant le prophète de l'islam dans des positions ridicules après le meurtre de Samuel Paty. On m'a fait dire, dit Emmanuel Macron, que je soutiens les caricatures humiliant le prophète.
Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays. C'est un droit. Ce sont nos libertés. Pour l'approche libérale de la République, la liberté d'expression est la plus sacrée des libertés. Elle ne connaît d'autres limites que le mal fait à autrui. C'est la thèse que soutient notamment récemment Monique Cantos-Sperber dans un livre qui vient de sortir, spécialiste de morale, de philosophie morale et politique. Dans la tradition, dit-elle, la prise en compte du mal fait à autrui est considérée comme le seul critère légitime pour limiter la liberté d'expression. On peut renvoyer aussi, je le cite ici, à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais, poursuit Monique Cantos-Sperber, l'appréciation de ce mal ou de ce tort doit reposer sur une évaluation objective des dommages pour éviter que des opinions banales et des paroles prononcées sans volonté de nuire ne soient susceptibles d'être considérées comme causant un tort. Toutes les opinions, même les plus discutables, les plus choquantes, doivent être tolérées sur les campus comme en société, du moins tant qu'elles sont des opinions et non des propos de haine travestis en opinion. Et la raison de cette position tranchée de la part d'une tenante du libéralisme classique, c'est l'intérêt collectif. La conviction de base, c'est que la transgression stimule l'intelligence collective. La censure doit être fondée sur d'autres raisons que l'indignation sociale. Il faut distinguer entre propos nocifs qui créent un dommage et qui méritent une sanction et les autres qui, bien qu'offensants, doivent être tolérés. La loi n'a pas à préserver les croyants du blasphème. Elle consacre un chapitre aux caricatures religieuses et elle redit « Les motifs pour lesquels la liberté de parler doit être limitée doivent correspondre à des atteintes incontestables aux yeux de tous, ce qui n'est pas le cas des atteintes religieuses, car les incroyants, à la différence des croyants, ne reconnaissent pas l'insulte religieuse comme une atteinte. Donc, ça n'est pas un mal général qui serait susceptible d'être limité. C'est exactement ce qui est répété dans les fiches de l'association Dessiner, Créer, Liberté, dont on a parlé tout à l'heure, fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme après le massacre du 7 janvier 2015, pour aider les enseignants à développer avec leur classe des travaux sur les caricatures de Charlie, et notamment les caricatures anti-islam. Dans le dossier des fiches, les caricatures anti-islam sont largement majoritaires. Là aussi, la raison profonde qui est mise en avant est l'intérêt bien compris de tous, car tous gagnent à ce que le débat soit ouvert et non entravé. Je cite encore Monique Cantos-Sperber, « Si la liberté d'expression était assortie d'une clause de protection à l'égard des minorités, elle serait une liberté infantilisante qui exclurait de ces minorités du débat public. Ceci implique, bien entendu, que les dites minorités aient accès à la parole publique. Pour les libéraux, c'est entendu, la parenthèse est de moi. Elle desservirait aussi les membres de la communauté musulmane qui combattent l'extrémisme islamiste, et il y en a bien sûr. Cette position est forte, évidemment. Il est difficile d'être contre, sauf à préciser son application en entrant dans la réalité des rapports sociaux. Et alors on voit des intérêts divergents, des principes qui peuvent entrer en tension et dont il va falloir rechercher la conciliation, et aussi des rapports de force bien concrets qui vont biaiser le débat public. Par exemple, sur le rapport entre liberté d'expression et liberté de religieuse, on a vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. À ce sujet, François Héran souligne dans son livre dont on a parlé tout à l'heure qu'on peut faire deux interprétations de cette maxime. L'une offensive, c'est celle qui correspond à la position de Monique Cantos, tout débat sert la démocratie. Mais l'autre, tolérante, prend au sérieux le principe de respect des croyances, lequel se fonde sur un principe fort, là encore, celui du pluralisme en tant que valeur fondamentale de la démocratie. Pluralité des croyances, on les respecte. La première vision de la liberté d'expression, celle de Monique Cantos-Sperber, est typiquement paternaliste, dit Héran. Elle revient à soutenir l'offense charitable. On peut froisser autrui, mais c'est pour son bien et le bien de l'ensemble. Le deuxième principe, la deuxième vision, s'articule au principe de respect d'autrui. On a besoin de ce principe pour penser la cohésion d'une société pluraliste
comme le sont toutes les sociétés complexes contemporaines. On a évoqué cela avec les exposés ce matin de la première session. Selon cette autre interprétation, il faut donc veiller à combiner liberté d'expression et respect de la dignité des personnes, c'est-à-dire respect de l'autonomie morale reconnue à toutes les personnes dans notre système, à savoir leur capacité à décider de ce qui est bien ou mal pour elles, autrement dit encore la liberté de conscience. Ce qui implique notamment le respect des croyances, principe établi rien de moins que par l'article 1 de notre Constitution. En bref, le droit républicain, notre droit, est plus complexe que ce que l'on présente lorsqu'on fait de la liberté d'expression un absolu, comme le fait Monique Canto dans son livre, ou encore la dessinatrice Coco dans son commentaire au bas de l'affiche du site DCL qui montre le dessin du prophète nu simulant la prière, ou lorsqu'on fait de cette liberté d'expression le principe qui coiffe l'ensemble des libertés publiques dans la République. Le droit républicain se retrouve mieux dans sa complexité, dans ses équilibres, dans ce que le philosophe américain John Rawls, qui est mort en 2002, pose comme premier principe de justice dans une société bien ordonnée, comme il dit, à savoir, je l'ai mis ici, chaque personne doit avoir un droit égal au système total le plus étendu de liberté de base égale pour tous, compatible avec un même système pour tous. Autrement dit, il faut penser l'égalité des libertés pour tous, avec un éventail de ces libertés le plus étendu possible, universalisable à tous. Et donc, c'est une pensée de l'universalisation pratique des droits articulant liberté et égalité. Rawls a un second principe que je n'ai pas noté ici, ça sortait un peu de notre champ, qui introduit une dimension en plus, une dimension proactive de justice corrective pour corriger les inégalités. Il correspond assez bien, par conséquent, à l'orientation redistributrice des États-providence comme le nôtre. Un autre philosophe d'origine irlandaise américain, Philip Pettit, reprenant cette question de justice d'une société républicaine, propose une autre formule qui est inspirante elle aussi à mon avis pour nous. Il faut penser la liberté comme non-domination. La liberté des libéraux est, dit-il, une liberté de non-limitation, pas de limite, ou bien une liberté de non-interférence, que personne ne m'empêche de faire ce que je veux. Mais ces conceptions ne sont pas satisfaisantes car elles laissent en l'état des inégalités qui sapent la cohésion sociale. Il faut penser la liberté comme autonomie des individus et non-domination. Et corrélativement, la liberté, c'est un point très important, est une propriété qui caractérise les rapports entre les hommes et non pas une propriété des individus isolés. Avant de poursuivre, je fais juste une petite parenthèse pour noter le contraste de ces philosophies avec les pensées qui se réclament de la République dans le débat public français actuel et avec des Québécois qui participent à ce débat public français. La République, disait l'autre jour Finkielkraut, c'est la langue de Molière et l'esprit de Voltaire. Ce sont des pensées de la célébration nationale. Elles défendent des caricatures antireligieuses au nom de l'esprit français, de l'héritage national, de l'identité nationale, du devoir de ridiculiser la crédulité religieuse et de la combattre, la fierté du droit au blasphème, également la galanterie, etc. À mon avis, ce sont des pensées fondamentalistes. On peut reprendre cet adjectif péjoratif dans la bouche de ces auteurs quand ils parlent d'autre chose, donc ils parlent de leurs adversaires. Ils vont chercher une légitimité dans une histoire fantasmée, celle des Lumières, plus que celle de la Révolution. Ils n'ont pas lu sans doute Antoine Lilti et la façon dont il parle des Lumières et de leur ambivalence. Ils s'érigent en propriétaires pour mieux exclure ceux qui font aujourd'hui figure d'intrus. Et de fait, cette vision du système français qui est dispensée est dispensée dans les sessions de formation obligatoire destinées aux personnes qui obtiennent un droit au séjour dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. On a eu plusieurs thèses consacrées à ces questions, montrer à quel point ces formations sont humiliantes pour les participants. Je reviendrai maintenant avec un deuxième point sur l'aspect liberté conditionnelle, sur l'idée de liberté comme non-domination. À mon avis, elle comprend deux niveaux principaux qu'il faut articuler et qu'elle permet d'articuler. Un niveau global et un niveau plus micro, plus interpersonnel. Au niveau global, on peut l'appeler celui des rapports sociaux qui vont déterminer de façon verticale
les processus sociaux. Et il y a également un niveau plus horizontal, plus interpersonnel, celui des relations sociales, des interactions en face à face. Ce niveau interpersonnel des relations sociales mérite d'être considéré en lui-même, parce qu'il est très intéressant. Il y a une dimension intersubjective qu'on ne peut pas nier dans l'idée de coopération sociale qui définit notre société démocratique. Mais il y a aussi cette dimension intersubjective, interpersonnelle dans l'idée d'égalité. Lorsqu'on met en cause l'égalité symbolique, l'inégalité de statut, les discriminations, on est obligé de penser la dimension interpersonnelle de l'inégalité, donc la dimension intersubjective. Je peux me dépêcher de finir. Cette double dimension de l'analyse est appuyée par différentes hypothèses sociologiques et elle fonde aussi le thème de la fraternité. Je voulais me référer rapidement à Patrick Farreau qui théorise de façon intéressante, à mon avis, ce qu'il appelle le civisme ordinaire ou la condition civile essentielle qui est en fait ce respect qu'on a les uns les autres quand on accepte de ne pas se nuire, de se protéger mutuellement, comme il dit, du mal que nous ne pourrions nous faire les uns aux autres dans le contenu des actes que nous nous adressons les uns aux autres. En résumé, voilà, résumons. Je me presse. Au total, on peut dire que les caricatures ne peuvent pas, selon les éléments de philosophie que j'ai évoqués, les caricatures ne peuvent pas être interdites dans une société républicaine bien organisée, mais leur diffusion doit être telle que le droit au débat, le droit à la réplique soit assuré pour tout le monde, d'une part, que cette diffusion n'aggrave pas les effets de domination que connaît déjà cette société, d'autre part, et que, enfin, ça n'affecte pas la reconnaissance mutuelle, les relations mutuelles harmonieuses, la civilité entre les membres. Qu'en est-il maintenant dans la pédagogie? Voilà une dernière diapo. Est-ce une obligation pédagogique? Vous vous doutez bien que c'est la même chose que dans la société, ce n'est pas davantage une obligation, c'est une possibilité. Conditionnée, elle aussi, à des contraintes, comme on vient de le voir, et à des contraintes plus précises, puisqu'il s'agit d'une classe. On peut dire que la classe est à l'image d'une petite société, avec sa double dimension instituée, verticale et horizontale, interpersonnelle. On trouve des idées à ce sujet. J'en ai trouvé, à ma surprise, je dois dire, dans le livre de Marcel Gaucher, Marie-Claude Blais et Dominique Otavi, qui s'intitule « Pour une philosophie politique de l'éducation ». Il n'y a pas grand-chose en philosophie politique de l'éducation, mais avec l'entrée que je viens de faire, on peut garder en mémoire et projeter sur la classe l'essentiel des principes que j'ai dégagés. Il n'y a pas d'obligation. Monique Cantos-Perber, dans son livre, parle du fait que Samuel Paty aurait suivi les injonctions du programme d'EMC. Non, il n'y a pas d'injonction du programme d'EMC. Le programme d'EMC est libellé par cycle et c'est aux équipes ou bien aux manuels de distribuer la matière à l'intérieur des années, à l'intérieur d'un cycle, et en aucune façon il n'est question de caricature. Il est peut-être question des caricatures dans les manuels, ça c'est tout à fait possible, mais pas dans le programme. Et quelles contraintes viennent s'ajouter? Celles qui ressortent des principes républicains, ajustés au contexte spécifique des classes dans les établissements scolaires. Je ne vais pas développer, on peut les imaginer, pas d'interdiction. Il faut bien entendu adapter à l'âge des élèves et aux intérêts des élèves, mais aussi à l'actualité. Mais on peut imaginer qu'on travaille sur les caricatures de Charlie Hebdo hostiles à l'islam. C'est possible, mais à condition de ménager le droit au désaccord de certains élèves, non pas de les faire sortir ou fermer les yeux, mais évidemment d'organiser le débat dans la classe de sorte à trouver assurer chacun d'être entendu et trouver éventuellement les voies d'un consensus. Non-domination, c'est très important. Les analyses dont on dispose montrent que les élèves, en particulier les collégiens et les lycéens, sont extrêmement sensibles
aux rapports de minorisés dans lesquels ils se situent, et ils sont situés, bien malgré eux, et aux discriminations qu'ils vivent, et ils sont totalement enclins à les dénoncer. Et par conséquent, dans une classe, lorsqu'on organise des activités pédagogiques, ou dans un établissement, quand on organise des activités avec les élèves, c'est une dimension, la non-domination, qui doit absolument être prise en compte et prise en charge. Il y a un bel article que je voulais signaler de Laetitia Bucaille et Agnès Vilches sur la façon dont justement les crispations identitaires des jeunes sont liées à des demandes de reconnaissance, et non pas à une volonté de séparatisme ou de communautarisme, mais à une demande d'inclusion. Et c'était également ce que disait le responsable de l'équipe Valeurs de la République d'Amiens dans l'article du Monde que j'avais mentionné tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de vous citer ce qu'il dit. Je termine sur cette dernière diapo. C'est juste une diapo d'alerte sur la méconnaissance répandue des principes républicains, proprement républicains, dans la sphère scolaire, en société plus généralement, mais ici on est concentré sur cette question scolaire, et je crois qu'il y aurait à faire en matière de formation pour initier véritablement les jeunes professeurs, voire les professeurs en cours de formation, à ces questions. Je pense qu'ils ignorent très largement ce que signifie valeur de la République. Il y a un effort pour les y introduire, mais il reste beaucoup de travail à faire. J'avais juste envie, questionner la notion d'autocensure. Il va de soi que la notion d'autocensure n'a aucun sens, pas grand sens en tout cas, lorsqu'on se place dans une éthique de la responsabilité, dans une éthique de formation d'élèves, qu'il s'agit d'introduire à une compétence particulière et une connaissance particulière, par exemple autour de la liberté d'expression. On ne voit pas comment le fait de limiter ce que l'on veut faire avec les élèves et de choisir telle activité plutôt que telle autre, on ne voit pas comment ça peut se caractériser comme autocensure. Et je voulais terminer, oui, sur la transformation qui nous a échappé peut-être, et pour laquelle il reste encore pas mal de réflexions à faire. Transformation de l'éducation morale selon l'enseignement moral et civique, en comparaison avec ce qu'a été la tradition scolaire de l'enseignement moral. C'était un enseignement qui était mal vu, mal compris, mais lorsqu'on se réfère à Durkheim et qu'on voit ce que Durkheim entendait par éducation morale, le premier axe de l'éducation morale selon Durkheim, c'était l'esprit de discipline. Le deuxième axe, c'était l'attachement au groupe, et il entendait famille, patrie, humanité, avec une patrie qui focalisait en fait l'adhésion à l'humanité. Et le troisième élément, c'était l'autonomie et donc le sens de sa propre volonté. Donc on est très loin maintenant d'analyser les lignes structurante de l'éducation morale et civique dans ces termes-là. On a beaucoup plus d'horizontalité, c'est vrai, beaucoup plus de mutualité, et la notion du respect, qui est la première notion travaillée dans l'EMC, mériterait, respect d'autrui et respect de soi, mériterait d'être spécifiquement travaillée.